Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce soir, le gouvernement congolais au chevet de victimes à Ouga. La délégation du gouvernement est conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur aux blessés de violence du 8 septembre dernier. Jacquemain Chabani a exprimé le soutien moral et financier du gouvernement. Détail tout à l'heure. Kinshasa s'arme déjà pour lutter contre les inondations. Une brigade permanente du génie militaire installée sous le pont Makelele curait continuellement la rivière pour mettre fin aux inondations récurrentes dans la capitale. Vous verrez, le ministre des Infrastructures, John Banza, a lancé cette opération. Madame, Monsieur, voilà tout pour le grand ligne de cette édition. Débutons par cette information. Le président de la République a présidé hier, vendredi, à la Cité de l'Union africaine, la réunion du Conseil de ministres. Je vous prie d'écouter cet extrait du compte rendu fait par le ministre Augustin Kibassa. Le président de la République tient à l'impératif d'une gestion rigoureuse, transparente et responsable des deniers publics, rappelant sa communication faite lors de la 54e réunion du Conseil des ministres. Il a tenu à réaffirmer que cette exigence ne relève pas d'un choix, mais d'un devoir républicain incontournable. Car la crédibilité de l'État, la bonne marche de l'action du gouvernement et la confiance de nos concitoyens en leurs institutions en dépendent directement. C'est pourquoi il a appelé chacun des membres du gouvernement à un sursaut de responsabilité individuelle et collective. La gestion des crédits publics doit désormais rompre avec toute logique de consommation automatique. Elle doit se traduire par des dépenses intelligentes, pertinentes, porteuses d'impact réel sur les priorités nationales et génératrices des résultats tangibles pour nos populations. L'argent public n'est pas une ressource inépuisable. Il constitue un patrimoine commun que nous devons protéger, optimiser et investir exclusivement au service de la transformation sociale et économique de notre pays, a précisé le président de la République. Cependant, des rapports lui parvenus relèvent de la lenteur persistante qui continue d'affecter la chaîne de la dépense. Pour y remédier, il a instruit le vice-premier ministre, le ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, de mettre en place un mécanisme conjoint, permanent et opérationnel de liquidation et de paiement. Et dans l'actualité également, le réseau de jeunes parlementaires salue la récréativité du bureau de l'Assemblée nationale et rassure sur une rentrée parlementaire apaisée. Anim Balaka. Les réseaux des jeunes parlementaires saluent la promptitude du bureau de l'Assemblée nationale à répondre valablement aux préoccupations des députés. S'inscrivant dans la droite ligne de l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces regroupements qui rassemblent plus d'une centaine d'élus nationaux rassurent quant à une rentrée parlementaire placée sous les signes de l'apaisement et de la cohésion. Et nous rappelons que la session budgétaire de septembre est une session très importante pour notre pays, notamment qui est un pays agressé et qui a besoin d'unité. Donc nous avons eu un échange constructif avec l'honorable président et son bureau et nous souhaitons une rentrée parlementaire apaisée en vue de rencontrer les préoccupations de notre population et de sécuriser notre territoire national. Dans le même registre, un pas décisif a été franchi concernant la situation des assistants parlementaires. À travers le président Vital Kamerhe, le bureau a procédé à leur nomination conformément à l'article 115 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Sur une liste de 8 revendications, 7 ont trouvé une réponse favorable. Nous réitérons notre confiance et notre loyauté à nos chefs qui y ont placé leur confiance en nous. Bonne rentrée parlementaire aux honorables députés nationaux ainsi que le bureau de la Chambre basse. Ce geste met fin aux tensions et l'apaisement pour permettre à chacun de s'inscrire pleinement dans les travaux parlementaires. En définitive, la rentrée parlementaire s'annonce sous des meilleurs auspices. Dialogue, sérénité et sens des responsabilités demeurent pour garantir la stabilité des institutions et répondre aux attentes du peuple congolais.
Je le disais à l'entame de cette édition, de victimes de récents affrontements à Uvira, réconfortés par la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Jacquemain Chabani a exprimé aux blessés de violences du 8 septembre 2025 le soutien moral et financier du gouvernement, un geste salué par le Wazalendo, la société civile ainsi que le Force Vive Bobo Anokondi. Une ambiance d'accalmie à Uvira après les consultations gouvernementales menées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani. L'itinérance s'est poursuivie au sud Kivu, plus précisément à Uvira, siège provisoire de la province. La délégation gouvernementale, conduite par les patrons de la sécurité nationale, est allée au chevet, sans affrontement, grève et interdit. Et voilà, les Wazalendo sont au service de son gouvernement et à la nation. Pour nous, il doit être rassuré que les Wazalendo soient à son côté, aux côtés du peuple, aux côtés de la nation. À travers cette visite des réconforts et des solidarités à l'endroit de ses compatriotes congolais, central, mais surtout assurer de la prise venue le 8 septembre. Des populations très mobilisées qui répondent à l'appel du chef de l'État, ce qui fait que nous les avons aussi consultés dans ce sens-là, ce qui va nous permettre de faire un rapport bien fourni au président de la République qui permettra de prendre en compte et de trouver les réponses appropriées pour permettre à ce que cette cohésion-là, non seulement la cohésion des communautés, mais la cohésion des forces, de toutes les forces engagées pour la défense de la nation, soit bien mise en place et atteindre ses objectifs. Cette mission gouvernementale organisée dans un contexte marqué par l'occupation de certaines localités du Sud Kivu par l'armée rwandaise et supplétif des M23 AFC est perçue comme un signe d'espoir et de renaissance d'Uvira et l'ensemble des territoires occupés. Toujours dans le même chapitre, invité au journal Afrique de TV5 Monde, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, est intervenu sur le sujet. Patrick Mouyaya a lancé un appel au calme à la population d'Uvira. On l'écoute. Sur la question d'Uvira, il y a une délégation ministérielle qui est sur place, comme prévu après la réunion interinstitutionnelle. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement sont sur place. Évidemment, Uvira, nous comprenons la situation de la tension, mais ici, il faut qu'on s'assure, évidemment, que même si porte ouverte après la Cour d'appel des thèmes, une justice au service du citoyen qui s'inscrit dans
une dynamique nationale des rapprochements entre les institutions judiciaires et la population dans un esprit de transparence et de dialogue direct. Donc c'est une mission d'inspection. Nous avons cette mission de nous rapprocher de tous les offices inférieurs, leur donner l'impulsion de continuer les versets du fond. Des échanges riches et sans tabou, soulevant de nombreuses questions d'intérêt public, notamment celles liées au fonctionnement du Fonds des réparations pour les victimes de violations graves de droits de l'homme, FRIVAO, et des conflits fonciers récurrents dans la région. Face à cette interpellation, le procureur général près la Cour de cassation a assuré que le dossier FRIVAO est déjà en cours d'instruction. Il a confirmé que des mesures judiciaires intérimaire du fonds, ancien membre du cabinet de l'ancien ministre de la Justice. Toutes leurs préoccupations seront rencontrées par moi, soit pour les orientations futures, soit pour des solutions immédiates ou encore pour des solutions idoines. Dans la finalité, cette journée ouvre la voie à de nouveaux mécanismes de participation citoyenne dans la gouvernance judiciaire. Et puis ces titres avant de clore complètement le chapitre justice. Le procédure à la Cour de cassation sont complexes. Il faut de routiers de Cassu pour comprendre. Un livre vient de voir le jour portant sur la poursuite de personnes jouissant de privilèges et immunités de juridiction. Il a été porté sur le fond baptismaux par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Poursuite et mise en accusation des bénéfices d'immunité et ou privilèges de poursuite en RDC, fondement, procédure et tempérament. C'est le titre de cette brochure dont l'auteur est l'avocat Willy Wenga. Dans un style simple et informatif, l'auteur a scellé son volume en 5 chapitres qui éclairent la mise en mouvement de l'action publique contre ceux jouissant des privilèges et immunités de son action avant d'identifier à la lumière de nos lois les personnes bénéficiaires de ces privilèges de poursuite et de juridiction. Les 2 derniers chapitres ont abordé les tempéraments au régime d'autorisation préalable aux fins des poursuites et la mise en accusation des matières d'actualité dans un pays où le peuple est avide d'une justice répressive, les privilégiés qui enfreignent la loi sans savoir que les procédures en pareil cas sont quasi ésotériques. C'est le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba Kilima, qui a porté le livre sur le premier responsable de l'action publique en RDC, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vomé, le préfacie du livre, dont il salue la qualité, trouve dans ce livre un instrument d'information procédurale en matière de poursuite à travers des cas spécifiques. Au lieu de se perdre en conjectures, ce manuel permet de se faire une opinion sur les procédures en cas de poursuite des personnes jouissant du milieu. Il y a 30 ans, dans la partie est de la République démocratique du Congo, de rasés, de femmes violées parfois devant leurs enfants et époux, de massacres couchés dans un livre qui attire notre sensibilité sur le génocide oublié en RDC. Je cite le titre de l'ouvrage « Génocide au Congo » pour votre un page qui interpelle la conscience de la communauté internationale sur la souffrance du peuple congolais, une initiative saluée par l'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongo Sandranyangui. C'est dans une atmosphère empreinte d'émotion et de gravité tenue ce vendredi au sein de l'ambassade de la RDC au Canada, le vernissage de l'ouvrage Génocide pour votre confort de Claude Malouma. Sur 380 pages poignantes disponibles en français et en anglais, une tragédie trop longtemps ignorée. À travers ce livre, véritable cri de conscience, Claude Malouma retrace les douleurs d'un peuple meurtri, interroge la mémoire collective et appelle la communauté internationale à reconnaître l'ampleur du drame congolais. Une cérémonie rendue possible grâce à l'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongo Ngoy, qui voit dans cette œuvre un jalon important oublié. Le Congo est orphelin dans son histoire. Nous subissons un génocide de plus de 4 millions de morts. Vous avez vu massacres, tués, des femmes violées. Devant le monde entier, les gens ont retourné leur regard complice ailleurs. La guerre que nous vivons, c'est l'élimination des Bantous sur leur terre pour remplacement d'une autre population pour s'accaparer de la terre. Autre
Temps fort de la soirée, la vente de l'ouvrage qui a connu un succès retentissant. Tous les exemplaires mis dans l'enthousiasme, notamment grâce à la générosité d'un compatriote congolais venu encourager. On ne peut pas, au nom de chercher à prendre le pouvoir et tuer le peuple, tuer les personnes innocentes, juste parce qu'on veut renverser le régime. La cérémonie a également été honorée par la présence des ambassadeurs du Zimbabwe et de Madagascar, à qui l'auteur a offert personnellement un exemplaire de son œuvre, symbole d'un devoir de mémoire partagé. Au pays, la MONUSCO reste déterminée à appuyer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC était à Bunia pour en savoir plus sur l'état d'avancement du programme dans ces coins de la RDC. Peggy Mukunda. L'engagement et l'appui financier de la MONUSCO au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire s'avère nécessaire pour le retour de la paix dans l'est du pays. Confirmation de Bruno Le Marquis, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident et humanitaire de la MONUSCO. Ces derniers, accompagnés du chef de bureau de la MONUSCO, José, avec le coordonnateur Adinté Flori Kitoko. Occasion pour ces derniers lancement du programme lancé en 2022 par le chef d'État. 1350 ex-combattants ont déjà déposé les armes en Ituri et attendent aujourd'hui leur réinsertion effective dans les communautés. Le coordonnateur provincial a cependant souligné que le PDDRCS fait face aux contraintes financières et logistiques. Ces difficultés constituent un frein au PDDRCS d'assurer une prise en charge adéquate des ex-combattants. Flori Kitoko a par ailleurs reconnu déjà consenti par la MONUSCO pour accompagner la mise en œuvre de ces programmes coordonnés au niveau national par le coordonnateur Désiré Ntangatita. L'importance du PDDRCS réside dans sa capacité à transformer du relèvement communautaire, a martelé Bruno Le Marquis. Lancement officiel hier à Kinshasa de l'identification et enregistrement de défenseurs de droits de l'homme par le président de la Commission nationale de droits de l'homme, un processus qui marque la nouvelle étape dans l'implémentation de la loi portant protection et responsabilité du défenseur de droits de l'homme en RDC. C'est une nouvelle étape que vient de franchir la d'un long plaidoyer et plusieurs tenantes sur défenseurs des droits de l'homme et la boutique en fait un outil qui répond aux standards national. En initiant aujourd'hui ce processus d'enregistrement, la CNDH répond à un double impératif. D'une part, offrir une reconnaissance formelle et administrative à celles et ceux qui œuvrent, souvent dans des conditions précaires et risquées, à la défense des droits humains. D'autre part, mettre à disposition de l'État congolais et de ses partenaires un outil fiable, structuré et transparent pour le suivi, la protection et le renforcement des capacités des défenseurs des droits de l'homme à travers tous les territoires nationaux. Je lance donc un appel à tous les défenseurs des droits de l'homme œuvrant sur les territoires nationaux. Engageons-nous ensemble dans ce processus, car il en va de votre sécurité, de votre légitimité et de notre responsabilité collective à faire progresser les droits humains en République démocratique du Congo. Kinshasa a été choisie comme ville pilote
Ces processus d'identification et d'enregistrement commencent dans la ville capitale ce 25 septembre et 2 mois plus tard viendra le tour des autres provinces. Allez, changeons carrément de registre. La ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a effectué une descente aux installations de son ministère pour s'imprégner de conditions de travail de son administration. José Dimonekene et Jean-Pierre Ndolo de Mazo. Je suis fier du travail que vous abattez quotidiennement. C'est par ces mots que la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a ouvert la rencontre avec les agents et cadres de son administration. Grace Coutinho les a félicités pour leur dévouement malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils évoluent. Je veux d'abord que vous ayez cette prise de conscience. Je suis fier de voir parmi vous des gens âgés comme des jeunes. On doit savoir se compléter. Chacun doit savoir jouer son rôle. Là où les jeunes doivent jouer, qu'ils puissent jouer leur rôle. Là où ceux qui sont âgés doivent nous laisser leur sagesse, qu'ils nous donnent leur sagesse. Merci pour le travail que vous avez fait jusqu'à ce jour. Dans la foulée, la ministre de la Jeunesse a appelé les agents à plus d'implication dans leur travail afin que la jeunesse retrouve ses lettres de noblesse. Les bureaux ont été visités par Grace Coutinho, y compris les locaux du Conseil national de la jeunesse. Diplomatie à présent, l'ambassadeur du Maroc en RDC a été en audience chez la vice-ministre des Affaires étrangères. Au menu de la rencontre, 2 points essentiels, l'Assemblée générale des Nations unies et la prochaine réunion de commission mixte entre les 2 pays africains. Les relations entre le royaume chérifien et la République démocratique du Congo sont séculaires. Les entretenir est un devoir régulier et bipartite. L'ambassadeur du royaume du Maroc en RDC, Rachid Agassine, a été reçu par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato Nakwipone. Des points importants ont été abordés, notamment l'organisation prochaine de la réunion de la commission mixte RDC-Maroc et la prochaine assemblée générale de l'ONU. Je suis venu féliciter ma sœur, la vice-ministre, de vive voix pour sa reconduction et pour la confiance dont elle jouit auprès de son Excellence le Président. Et on lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission. Bien évidemment, entre le Maroc et la RDC, c'est des relations solides, historiques, fraternelles et pragmatiques. Donc on est venu dans le cadre de consultations régulières et dans la perspective de 2 points. Le premier, c'est les préparatifs pour la commission mixte et le deuxième, c'est l'Assemblée générale des Nations unies. Ces échanges réguliers permettent quelquefois aux Africains d'harmoniser les vues sur les questions internationales, mais aussi sur des questions d'intérêt commun. À quelques jours du comeback de la Dame la Pluie à Kinshasa, Kinshasa plutôt s'arme déjà pour lutter contre les inondations. Une brigade permanente du génie militaire installée sous le pont Makelele. Objectif, curer continuellement la rivière pour mettre fin aux inondations récurrentes dans la capitale. On fait le point avec Eric Kabamba et Robert Kalemba. Fini les discours, place à l'action. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, est passé à la vitesse supérieure ce samedi matin en installant une brigade permanente du génie militaire sous les ponts Makelele, au cœur d'un des axes les plus sensibles de la capitale. De 7h23, les cantonniers nationaux, comme les surnomme désormais la population, foulaient déjà les sols détrempés sous les ponts reliant les communes de Bandalungwa, Ngaliema et Kitambo, théâtre récurrent d'inondations meurtrières à chaque pluie. Dans une ville où chaque pluie devient une catastrophe annoncée, John Banzalunda n'a pas mâché ses mots. L'écurage sera permanent, militaire et rigoureux. Le génie militaire travaillera en collaboration étroite avec l'Office des voiries et drainage pour s'assurer que plus jamais la rivière Makelele ne déborde par négligence humaine ou administrative. Nous avons pris nos responsabilités pour appuyer l'OVD du génie militaire. Voilà pourquoi je suis venu maintenant installer le génie militaire ici de manière permanente. Donc l'écurage sera permanent
on n'aura plus de problèmes d'inondation à ce niveau ici. Donc aujourd'hui, c'est le lancement du curage permanent autour du pont Makelele pour protéger les populations. Le ministre est allé plus loin. Il a lancé un appel musclé à la population dénonçant les comportements inciviques qui transforment le caniveau en poubelle, des pratiques irresponsables qui bloquent les évacuations et condamnent des quartiers entiers à patauger dans les eaux usées. Avec cette intervention sous haute tension, John Banzalunda frappe un grand coup en alliant puissance militaire, expertise technique et volonté politique. Le gouvernement envoie un signal fort à Kinshasa. Les inondations ne seront plus une fatalité. Et la santé s'invite aussi dans le corps de cette édition pour vérifier l'effectivité de la couverture santé universelle. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle a présidé pour la 5e fois la réunion de coordination de directeurs généraux et adjoints des établissements de facilitation de la couverture santé universelle. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre ordinaire. Il s'agit de la communication du coordonnateur du Conseil national de la CSU, Dr Mbongani Kabila, de la lecture des recommandations issues de la précédente réunion, de la présentation des réalisations des établissements, des facilitations de la mise en œuvre de la CSU et de la présentation des travaux des commissions. Dans sa communication, Dr Mbongani Kabila a rappelé les missions du Conseil national de la couverture santé universelle tout en insistant sur son caractère multisectoriel. Ces missions sont diriger, organiser et superviser l'ensemble des activités du Conseil en toute multisectorialité afin d'aboutir au développement du système de santé congolais dans sa globalité, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons assurer la coordination stratégique des services et organismes publics et privés en rapport avec la CSU. C'est d'où vient le rôle que nous avons en termes de coordination stratégique des établissements de facilitation de la couverture santé universelle. S'agissant de la présentation des établissements de facilitation, plusieurs réalisations ont été signalées. Les fonds de promotion de la santé, par l'entremise de son directeur général, a rassuré que tout est mis en marche afin d'actionner la taxe de la promotion de santé après la signature du décret les régissant par la première ministre. À la précédente réunion, 16 recommandations ont été soulevées et qui sont en cours d'examen. Ces recommandations portent entre autres sur la nécessité d'acheminer des médicaments au dernier kilomètre du pays. À leur tour, les grandes commissions ont présenté les résolutions de leurs travaux qui sont eux aussi contributifs à la couverture santé universelle. Parlons politique avant de nous quitter. Signature de la charte de l'Union sacrée de la nation, une prolongation de 4 jours accordée aux retardateurs. Une annonce de son secrétaire permanent, André Mbata, qui a supervisé la signature de quelques mandataires des entreprises publiques, Robert Ndaye et Turbo Chimanga. Toutes les personnalités politiques, ministres, mandataires et chefs de partis politiques ont compris que la signature de la charte et du règlement intérieur rentre dans le cadre plus large de renforcement des institutions et de la promotion de l'éthique au sein de l'Union sacrée de la nation. La sénatrice Nefertiti Goudjanza a exprimé son soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. En tant que présidente du parti politique congolais Acquis au Progrès, nous sommes venus nous acquitter de notre devoir de pouvoir renouveler notre loyauté et fidélité au chef de l'État. Nous l'avons fait aussi en tant qu'élue. Je suis sénatrice de la République. Ce samedi 13 septembre 2025, la questeur de l'Assemblée nationale et membre du Présidium, Chimène Polipoli, a dit toute sa joie de signer cette charte pour favoriser un environnement de travail harmonieux. Il est de notre devoir de venir signer notre engagement dans le but de la vision que nous appuyons du chef de l'État de l'Union sacrée. Le patriarche Jonas Munkamba Kadiata Nzemba, en tant que figure respectée de la politique congolaise, a souligné l'importance de la loyauté envers le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Pour lui, cette charte et ce règlement intérieur constituent un symbole d'unité et de cohésion nationale. J'ai bien confirmé par ma présence la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Je suis de ceux qui ont été à la table ronde. C'était pour l'acquisition de notre liberté totale. Par ces gestes, nous condamnons tous les adversaires ou tous
tous les faux citoyens qui font la rébellion pour balkaniser les pays. La signature de la charte et du règlement intérieur, ponctuée par des appels à la loyauté envers le chef de l'État, restera un moment fort de la solidarité, affirme la députée nationale élue de Malembankoulou, Yumba Kalenga Isabelle, qui exhorte tous les Congolais à incarner les valeurs de respect et d'intégrité dans leurs actions quotidiennes. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de vouloir, et avec cette volonté, montrer au président de la République ma loyauté, ma fidélité, parce que l'union sacrée, c'est notre enfant. Toutes les personnalités qui ont défilé ce samedi 13 septembre 2025 au siège du secrétaire permanent de l'Union sacrée ont réaffirmé leur engagement à faire respecter les dispositions de ces deux documents essentiels. Nous engageons de manière formelle à adhérer à cette charte. Nous épousons la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de transformer les ressources naturelles de ce pays. L'ambiance était du grand jour. Ce samedi, le siège était envahi par tous les militants de la fondation Tabou Sifa. Madame Mimi, qui a rencontré le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, réaffirme sa loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, voilà tout pour ce soir. C'était un plaisir de vous retrouver pour vous informer. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Papi Nguinamaou et Patrick Bapouila, assisté de Narcisse Makani, Espérance Kajinga, Didier Diawa et Alain Galia. À toutes et à tous, bonsoir chez vous. Prenez très bien soin de vous. La vie est un précieux cadeau.